En 1966, sur le plateau du Frelon Vert, les opérateurs ont arrêté la caméra pour la 4e fois de la journée et ont fixé en silence la pellicule développée. Bruce Lee venait de porter une série de coups fulgurants, mais aux 24 images par seconde standard, son corps avait tout simplement disparu. Il ne restait qu'une tache floue, comme si l'homme n'avait jamais été là. Le producteur s'est pris la tête entre les mains et a hurlé « Dites-lui de bouger plus lentement, sinon on va devoir faire un pur montage !» Lee a hoché la tête et a essayé de ralentir. Mais même alors, l'image tremblait et se brouillait. Comment un seul homme pouvait-il se déplacer plus vite que ne le permettait la pellicule du XXe siècle ? Personne à ce moment-là ne comprenait encore que ce n'était pas une erreur de caméra. C'était le premier signal. Le monde autour n'était tout simplement pas prêt à ce que Bruce Lee s'apprêtait à montrer ensuite. À cette époque, Bruce Lee avait déjà depuis longtemps cessé d'être un simple acteur de Hong Kong qui avait tourné dans des rôles d'enfant. Il était devenu un homme pour qui son propre corps s'était transformé en véritable laboratoire. Dans l'Amérique des années 60, les arts martiaux orientaux restaient encore une belle exotisme. Les maîtres démontraient des formes, le public applaudissait, mais peu croyaient vraiment que cela pouvait fonctionner dans la vraie vie. Hollywood les regardait comme un numéro de cirque, spectaculaire, mais pas sérieux. Et Lee est arrivé avec une toute autre idée. Il voulait prouver que le vrai combat n'était ni un rituel ni une tradition, mais une pure efficacité. Aucun mouvement superflu, seulement ce qui fonctionne ici et maintenant. Son ami proche, James Lee, ingénieur de profession, le comprenait mieux que quiconque. C'est lui qui a commencé à rassembler pour Bruce un équipement que même un homme ordinaire n'aurait pas pu déplacer. Les machines standards se cassaient, les sacs ordinaires se déchiraient. Lee ne se vantait pas de sa force, il ne pouvait tout simplement pas s'entraîner autrement. Son corps exigeait une résistance que le monde n'avait pas encore inventée. Sa femme Linda se souvenait plus tard, même quand il regardait la télévision le soir, Bruce s'asseyait en grand écart devant l'écran et continuait à travailler. Pour lui, l'entraînement ne s'arrêtait jamais. Dans ce monde où tout le monde jouait encore selon les anciennes règles, Lee vivait déjà selon les siennes. Il a créé son propre style, Jeet Kune Do, qui prenait le meilleur de tout et jetait le superflu. Mais pour prouver qu'il avait raison, il devait se confronter à ce qui était considéré comme la norme, à ceux qui souriaient et pensaient « ce n'est que du cinéma », aux caméras qui ne suivaient pas, aux gens qui ne croyaient pas. La confrontation était inévitable, parce que Lee ne comptait pas cacher sa vitesse et sa force. Il allait les montrer à tous. Et l'un des premiers symboles de cette inévitabilité fut un minuscule grain de riz qu'il a commencé à lancer en l'air et à attraper au vol. Petit, presque sans poids, mais c'est lui qui a le premier laissé entendre que les limites du corps humain, il les avait dépassées depuis longtemps. Au début, cela ressemblait à une étrange habitude. Bruce lançait en l'air une poignée de riz et essayait d'attraper chaque grain qui tombait avec ses doigts. Un exercice qui, à première vue, semblait totalement inutile. Mais jour après jour, mois après mois, il le perfectionnait jusqu'à la maîtrise absolue. À un moment donné, les grains ont cessé de tomber au sol. Il les attrapait tous, un par un, avec une précision que l'homme ordinaire ne pouvait même pas imaginer. Les spectateurs à qui il montrait cela riaient d'abord, puis ils se taisaient. Parce qu'ils comprenaient, si un homme avait poussé sa réaction à un tel niveau, alors dans un vrai combat, il verrait le coup avant même que l'adversaire ne commence à le lancer. L'atmosphère autour changeait progressivement. Ceux qui au début voyaient Lee comme un acteur de plus commençaient à ressentir un léger malaise. Surtout quand il passait au tour suivant avec la pièce de monnaie. Il donnait à quelqu'un une pièce dans la paume, reculait d'un demi-mètre et demandait de fermer la main au moment précis où il verrait le mouvement. La personne voyait un éclair, serrait les doigts et découvrait la pièce dans sa paume. Et Bruce se tenait en face et tenait tranquillement la même pièce dans sa main. Aucune substitution, aucun truc, juste une vitesse que l'œil ne parvenait pas à fixer.
Le sourire sur le visage de Lee dans ces moments était calme, presque désolé, comme s'il comprenait lui-même à quel point c'était injuste pour les autres. Mais la vraie tension a commencé quand on en est venu au fer. Les sacs de boxe ordinaires de 30 à 40 kilos, Lee les déchirait simplement. C'est pourquoi James Lee lui en a construit un spécial, 140 kilos de métal pur et de sable. Quand Bruce frappait dessus, le sac ne se balançait pas simplement, il tremblait comme s'il voulait se détacher de ses fixations. Les coups étaient courts, presque invisibles, mais le son qu'il produisait faisait tinter les oreilles dans la pièce. Les gens qui se tenaient à côté reculaient involontairement. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde sentait déjà, ce n'était pas juste de la force, c'était autre chose. C'est à cette époque que les histoires de sparring ont commencé à circuler. Bruce ne frappait jamais à pleine puissance lors des entraînements avec des gens ordinaires. Il disait qu'il pouvait blesser quelqu'un par accident. Mais une fois, lors d'un tel sparring, il a simplement tapoté légèrement l'épaule de son partenaire. L'homme a crié et s'est tenu le bras. Une luxation. Lee a immédiatement été embarrassé. « Ce n'était même pas un coup », a-t-il dit doucement, comme pour s'excuser. Un silence a envahi la pièce. Tout le monde a compris. Ce qui pour lui était un léger contact devenait une blessure pour les autres. L'atmosphère s'épaississait. Lee ne s'entraînait plus simplement, il démontrait. Et chaque fois qu'il s'approchait d'une nouvelle personne, une question tacite flottait dans l'air. Et que se passera-t-il s'il frappe pour de vrai ? C'est précisément à ce moment-là que le célèbre coup d'1 pouce est apparu. 2 centimètres et demi, aucun élan, juste le corps concentré en un seul point. Bruce s'approchait du volontaire, plaçait son poing presque collé à la poitrine et... l'homme était projeté en arrière comme frappé par une masse. Les spectateurs qui voyaient cela pour la première fois se regardaient et ne trouvaient pas les mots. Mais même cela n'était pas tout. Lee continuait à compliquer les choses. Il a inventé un exercice qui a ensuite été appelé le drapeau du dragon. Allongé sur un banc, il soulevait tout son corps en position horizontale, ne se tenant que par les épaules, et le maintenait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sylvester Stallone l'a plus tard reproduit dans Rocky, mais même lui reconnaissait. Bruce le faisait non pas pour la caméra, il le faisait parce que ses abdominaux devaient fonctionner à chaque mouvement. La tension grandissait de jour en jour. Ceux qui souriaient auparavant et appelaient tout cela des trucs de cinéma se taisaient maintenant. Et Lee continuait. Il savait qu'un jour ou l'autre viendrait le moment où les mots s'arrêteraient et qu'il ne resterait plus qu'une chose, la vraie confrontation. Quand l'idée rencontrerait la réalité. Quand l'homme qui cassait les caméras et les sacs se confronterait à celui qui se croyait invincible. Et ce moment était déjà très proche. Personne dans la salle ne savait encore qu'un seul pouce allait bientôt tout changer. La salle de Long Beach était figée dans l'attente, et les maîtres qui venaient de discuter animément de techniques et d'anciennes formes se taisaient maintenant avec des visages tendus et les bras croisés sur la poitrine. Bruce Lee s'est avancé et a choisi le plus grand volontaire des premiers rangs, un grand gars d'1,90 m qui s'était toujours considéré comme invincible et souriait avec assurance. Lee s'est placé face à lui, le poing arrêté exactement à 2,5 cm de la poitrine de l'homme, sans aucun élan et sans pas en arrière, juste une respiration calme. Son corps s'est concentré en un seul point, des talons jusqu'au bout des doigts. L'air autour semblait s'épaissir et devenir lourd. Les spectateurs du premier rang se sont penchés en avant involontairement, sentant la tension croître à chaque seconde. Le coup est arrivé soudainement, et avec un mouvement presque invisible, court et précis, comme un claquement sec. L'homme a été projeté en arrière comme frappé par un camion. Ses pieds se sont décollés du sol, et la chaise derrière lui s'est renversée avec un grand fracas. La personne est tombée sur le dos et est restée allongée, cherchant de l'air et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un silence lourd et vibrant s'est installé. 300 personnes dans la salle ont arrêté de respirer en même temps. Personne n'applaudissait et personne ne criait.
Juste un silence absolu dans lequel on entendait le grincement du sol sous la chaise tombée et quelqu'un au rang du fond qui laissait tomber son programme. Le juge à côté a lentement baissé son carnet. Sa main tremblait visiblement et son regard était fixé sur Bruce comme sur un fantôme. Lee est resté immobile avec le bras tendu, le poing toujours dirigé vers l'avant. Il ne souriait pas et attendait simplement que tout le monde saisisse le sens de ce qui s'était passé. La première couche s'est ouverte. Le coup lui-même avait eu lieu et était réel. La deuxième couche a montré la signification. L'homme qui une seconde plus tôt se tenait comme un roc ne pouvait plus se lever sans aide extérieure. La troisième couche a révélé l'ampleur. Tout le monde dans la salle a compris que la hiérarchie venait de s'effondrer et que les anciennes règles du combat avaient cessé de fonctionner pour toujours. Quelques années plus tard, sur le plateau du film La Fureur du Dragon, tout s'est répété, mais cette fois devant le monde entier et sous l'œil des caméras. Chuck Norris, déjà une légende reconnue, se tenait face à Bruce dans les décors du Colisée romain. Ils tournaient l'un autour de l'autre, tandis que les caméras continuaient à tourner sans s'arrêter. Chuck a lancé une série de coups puissants et rapides, de ceux qui auraient fait tomber un homme ordinaire immédiatement et sans chance. Bruce esquivait chaque mouvement avec facilité, disparaissant dans une tache floue, exactement comme sur les vieilles pellicules du Frelon vert. Il a plaqué Chuck contre le mur d'un déplacement précis, sans coup supplémentaire, simplement en fixant la position et en se figeant. La salle pendant le tournage s'est complètement tue. Même le réalisateur a arrêté de donner des ordres et regardé simplement. Bruce n'a pas frappé plus loin. Il a simplement regardé droit dans les yeux et a prononcé calmement, presque comme un professeur, quelques mots sur le fait que le vrai combat n'était pas une question de force brute, mais de compréhension. Chuck a hoché la tête en réponse. Il n'a pas discuté et n'a pas essayé de continuer. À ce moment-là, il a compris la même chose que les maîtres à Long Beach. Face à Bruce Lee, les techniques traditionnelles se transformaient en décors inutiles. La caméra s'est enfin arrêtée. L'opérateur a essuyé la sueur de son front et a compris que sur les 24 images par seconde standard, on obtiendrait à nouveau seulement une tache floue. Mais maintenant, plus personne ne considérait cette tache comme une erreur ou un défaut de pellicule. Maintenant, c'était le nouveau standard qui venait de tout changer. Les gens sortaient de la salle dans un silence complet. Certains secouaient la tête, d'autres regardaient simplement le sol et ne trouvaient pas les mots. Un des maîtres, qui riait le plus fort auparavant des trucs de cinéma, restait maintenant immobile et ne pouvait pas se lever. Ses mains tremblaient visiblement. Bruce est parti en dernier. Il n'a pas célébré la victoire. Il a simplement hoché la tête et a disparu dans le couloir, laissant derrière lui le sentiment qu'une époque venait de se terminer sous leurs yeux et qu'une autre avait commencé. Le monde des arts martiaux, après ces événements, n'est jamais revenu à son état précédent, parce que ce qui était autrefois considéré comme impossible et un tour de cirque est soudain devenu un repère réel pour des milliers de maîtres à travers le monde. Les écoles ont commencé à restructurer leurs programmes, abandonnant les formes et rituels superflus au profit de cette pure efficacité que Bruce Lee avait montrée, et ce changement a touché non seulement la technique, mais aussi l'approche même de l'entraînement. James Lee, son ami le plus proche et ingénieur, continuait à assembler des machines spéciales. Mais maintenant, les gens venaient à lui non plus seulement pour du métal, mais pour des conseils sur comment faire travailler le corps aux limites des possibilités humaines, comme le faisait Bruce. Linda, sa femme, se souvenait plus tard qu'après le départ de son mari, elle trouvait encore dans la maison de petits mots avec de nouveaux exercices, comme s'il continuait à enseigner à tous, même quand il n'était plus là. Chuck Norris, celui-là même que Bruce avait plaqué contre le mur au Colisée, est devenu l'un des plus ardents partisans de sa philosophie et est resté un ami proche pendant de nombreuses années. Il n'a jamais appelé ce combat une défaite, mais en parlait comme du jour où il avait compris pour la première fois que la vraie force résidait dans la simplicité et la compréhension, et non dans la puissance brute. Ceux qui avaient autrefois défié Bruce pour des combats de rue passaient maintenant simplement leur chemin, parce que personne ne voulait plus tester les limites sur lui-même.
Le petit grain de riz qu'il lançait autrefois en l'air et attrapait avec une précision absolue est devenu un véritable symbole pour les élèves du monde entier. Il répétait l'exercice encore et encore. Personne n'atteignait son niveau de perfection, mais tout le monde comprenait une chose importante. Ce n'était pas à propos du riz, mais de la capacité à voir le coup avant qu'il ne commence. Et les caméras, celles-là même qui en 1966 ne suivaient pas sur le plateau du Frelon Vert, filmaient maintenant ces films à 32 images par seconde. Et malgré tout, on obtenait parfois seulement une tâche floue. Seulement maintenant, personne n'arrêtait le tournage et ne demandait de bouger plus lentement. Maintenant, cette tâche était exactement ce pourquoi les gens allaient au cinéma et aux entraînements. Bruce Lee est parti tôt, mais il a laissé derrière lui non pas simplement un ensemble de techniques ou de records, il a laissé une idée entière, que le corps humain pouvait être plus rapide, plus fort et plus précis que le monde n'avait jamais été prêt à l'accepter. La tache floue sur la pellicule n'était plus une erreur de caméra. Elle était devenue la preuve définitive que les anciennes frontières avaient été brisées pour toujours et ne reviendraient jamais à leur place d'avant.